Donc, on passe sur le second panel. Bienvenue donc à ce panel qui est consacré à un vecteur énergétique qui s'impose désormais comme une pièce maîtresse de la transition énergétique mondiale, à savoir l'hydrogène vert. Donc, il sera brillamment modéré par Zineb Bessa, qui dispose de 14 ans d'expérience, rien que cela, vous ne les faites pas, madame, au cabinet de conseil en industrie et en fonds d'investissement. Elle est diplômée de ESCP Europe et elle a développé des compétences en expertise spécifique, en planification stratégique, définition politique opérationnelle et que sais-je. Merci d'être avec nous. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci, merci. Et difficile effectivement de continuer après vous et après ce premier panel. Alors, je remercie tout le monde, les organisateurs et la fédération de nous avoir invités à ce deuxième panel autour de l'hydrogène vert. Et je remercie les panélistes que vous voyez là. Alors, juste pour vous représenter, je ne sais pas si on a les micros pour tout le monde. Oui. OK. Alors, peut-être une présentation brève. Donc, on a Monsieur Poirot à ma gauche, qui est patron de Air Liquide Afrique, Moyen-Orient et Asie. On a ensuite Monsieur Bouchama, qui est directeur BizDev au niveau de EDF Renouvelables. On a Monsieur Znebel, qui est président du cluster Green Hydrogène Vert. Nous avons Monsieur Ramous, qui est professeur à l'UM6P. Et effectivement, dernièrement, on a Madame Bendoumadi, qui est directeur technologie Hydrogen Solutions au niveau de Hydrogide, que je remercie chaleureusement. Donc, peut-être sans forcément de beaucoup de transition, depuis ce matin, finalement, on évoque, on insiste et on revient sur le potentiel du Maroc et sur son positionnement dans l'écosystème de la production d'énergie, de l'énergie propre et notamment de l'hydrogène. On en a beaucoup parlé ce matin. Quelqu'un ce matin disait « le Maroc innove, le Maroc trace sa voie ». Et effectivement, avec un cadre de développement qui est aujourd'hui très volontariste, très structuré, avec notamment la circulaire ou l'offre Maroc sur l'hydrogène. Et finalement, aujourd'hui, l'enjeu sera pour nous de transformer cette énergie propre, ces énergies-là, ces ambitions, pour et au profit de l'écosystème industriel marocain. Et donc, c'est forcément de transition. Je vais passer peut-être aux questions. Et j'inviterai la première question, justement, je m'adresserai à M. Znebel, à qui je demanderai, justement, aujourd'hui, le Maroc, finalement, suscite un intérêt très fort dans l'écosystème hydrogène vert. À vos yeux, quels sont les atouts clés qui expliquent cet engouement? Merci de l'invitation. Merci à la Fédération et à son président. Alors, je dirais qu'il y a deux atouts. Il y a un atout géographique et un atout économique et politique. L'atout géographique, c'est que nous avons au Maroc des régions qui possèdent des potentialités et des ressources en éolien, en vent et en solaire extrêmement élevées, et donc qui permettent d'avoir des rendements importants en termes de production d'électricité. Le deuxième point, c'est la position stratégique du Maroc par rapport à l'Europe, qui est, on s'en doute bien, le principal marché, le principal débouché pour nous. Et donc, cette position géographique et ces ressources naturelles font que déjà, c'est un atout naturel que nous avons et qui positionne le Maroc de manière importante sur l'échiquier mondial, et c'est pour ça que tout le monde s'intéresse à notre pays. Ensuite, il y a un atout politique et économique. Politique parce que aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte que le Maroc était un pays qui était fiable, qui était crédible et qui a une stabilité politique importante. Et donc tout ça fait que le Maroc attire. La deuxième chose sur le plan politique et économique, c'est cette volonté
de la part du Maroc de vouloir développer tout un écosystème industriel avec, surtout le long de la chaîne. Et d'ailleurs, depuis ce matin, on a entendu beaucoup de choses et on s'est rendu compte qu'il y a plein de maillons de la chaîne qui sont en train aujourd'hui d'être remplis. Et il faut bien voir qu'on a parlé de batterie, ça n'ignore pas aussi le secteur de l'hydrogène, on verra pourquoi. Et ensuite, nous avons au Maroc une politique qui est tournée vers la transition énergétique et qui oblige un certain nombre d'entreprises et d'acteurs industriels d'adhérer à cette politique de la transition énergétique. Et si cette transition énergétique est mise en place, ben, ça veut dire qu'on va produire beaucoup d'électricité, on va produire d'électricité à très bas coût et on va pouvoir alimenter et nos industries qui vont devenir plus compétitives, en tout cas celles d'entre elles qui ont des consommations d'électricité importantes et qui vont voir leurs coûts diminuer. Donc globalement, moi je pense que tous ces atouts-là font que le Maroc devient un pays qui est attractif et que tout le monde regarde. À nous de transformer en fait l'essai et de donner les meilleures conditions et les meilleures facilités pour attirer non seulement les investisseurs marocains, mais aussi les investisseurs étrangers. Alors, je vous remercie. Effectivement, tous ces atouts ont permis de set the scene, finalement, de nous convaincre de ce potentiel-là et de convaincre notamment également les autorités et de définir cette vision stratégique publique autour de ces ambitions. Et finalement, on va peut-être voir la suite qui est autour de qu'est-ce qu'on peut faire de cet hydrogène vert. Et je m'adresserai peut-être à Monsieur Poirot, que j'inviterai à nous parler un petit peu des usages concrets de l'hydrogène vert aujourd'hui et demain, et quelles seraient les industries qui seraient le plus consommatrices. Avec plaisir, merci encore pour cette invitation. Air Liquide est toujours fier de participer à ces événements, celui-là en particulier. J'étais pendant quelques années le président de l'association de la chimie en Chine, et nous faisions ce type d'événements nous-mêmes, et dans le monde actuel, non seulement parler chimie et valeur pour la société et pour nos jeunes et nos recrues et pour le contexte de géopolitique actuel, je crois qu'on se retrouve tous. Je couvre beaucoup de pays, j'aime beaucoup parler chimie et la valeur que la chimie apporte dans nos sociétés. Donc je voulais dire ça en préambule. Merci beaucoup. Alors l'hydrogène, avant qu'il soit vert, effectivement, nous, Air Liquide, gazier, on en produit, on en fournit depuis des années. Il y a énormément d'applications méconnues. Ça a démarré essentiellement avec le spatial, les gens ne le savent pas toujours, mais les fusées du type Ariane, il y a très longtemps, réclamaient de l'hydrogène liquide. Donc non seulement de l'hydrogène, mais liquide, qui est encore un enjeu technologique. Et beaucoup d'autres applications dans l'agroalimentaire, pour fabriquer le verre, pour fabriquer les puces électroniques, vous avez de l'hydrogène. Et bien entendu, le gros développement a été dans les années où l'hydrogène est arrivé pour retirer le soufre dans les raffineries. Donc tous les grands pays avec du raffinage ont installé l'hydrogène gris, soyons clairs, et aujourd'hui il est toujours essentiellement gris, pour retirer le soufre du raffinage. Depuis quelques années, on a été, nous, Air Liquide et d'autres précurseurs, à créer un lien mondial, l'hydrogène concile, pour apporter un peu plus une place à l'hydrogène, maintenant de plus en plus bleu et vert, dans la mobilité, dans beaucoup d'industries. L'acier essaye de décarboner son industrie en utilisant l'hydrogène vert. Et bien entendu, notamment en Europe, mais pas seulement, les règles de raffinage actuelles en Europe obligent à avoir une partie d'hydrogène vert dans le raffinage. Ce qui fait que, par exemple, depuis 6 mois, nous avons annoncé 3 projets, 500 millions d'euros chacun, essentiellement avec Total Energy, mais pas seulement, en France et au Benelux, pour apporter l'hydrogène vert dans cette chaîne du raffinage. Et ce qui fait la clé pour nous, c'est, pour revenir à votre question, c'est le fait que c'est non seulement pour eux, mais pour toutes les autres industries qu'on fournit déjà. Donc quand l'hydrogène vert a été promu il y a quelques années, la première vraie application aujourd'hui du vert, ça reste la mobilité. Donc dans beaucoup de pays, essentiellement en Asie, un peu en Europe et un petit peu aux États-Unis, notamment la mobilité captive et lourde, donc les camions pour être clair et les bus.
Les voitures à hydrogène n'ont pas décollé comme attendu. Toyota a un petit peu réduit ses ambitions. Mais on voit de plus en plus de camions à hydrogène. Si vous allez sur les routes de Shanghai, vous verrez que dans le retail, les gens sont prêts à payer pour que des camions qui livrent des boissons, Coca par exemple et d'autres, soient décarbonés avec de l'hydrogène vert. Donc les applications sont nombreuses. Les deux clés, on va en parler, c'est le renouvelable pour l'hydrogène, s'il est intermittent, pose des questions, d'où les batteries. Excellent panel, Gabriel, bravo. Les batteries et les stockages, vous voyez ça aux Émirats, de plus en plus les Masdar, les Aquapower viennent positionner les investissements majeurs de batteries pour que les gigawatts de renouvelables puissent devenir de 100% intermittents pour la production. Et le deuxième point, ça reste le prix, soyons clairs. On a encore des écarts de coûts sur l'hydrogène vert qui font que certaines industries voudraient du vert, mais les clients ne sont pas encore prêts à payer. D'où des systèmes de subvention, des systèmes de recherche pour améliorer la technologie, abaisser les coûts pour l'hydrogène vert. Voilà. Merci, effectivement. Peut-être un complément ici. Effectivement, vous avez parlé de la mobilité qui est un grand applicatif ou un grand consommateur, peut-être en Asie. Ici, au Maroc, on aura peut-être les fertilisants avec OCP qui est un consommateur intéressant ou à grande échelle, en tout cas, et qui peut constituer une locomotive. Et ça me permet peut-être de faire la transition avec Madame Ndoumadi, justement, à qui je m'adresse justement pour... tout à l'heure, vous me parliez de quelques projets que vous avez commencé, au niveau d'Hydrogide qui sont dans le pipe. Et peut-être à partir de ces projets, de leur retour d'expérience, peut-être nous faire un topo sur la capacité du marché local à absorber ces différents projets et comment on peut être dans la complémentarité avec le marché à l'export. D'accord, donc merci Zineb pour cette invitation. Alors d'abord, le marché local, donc il y a énormément d'industries, de secteurs industriels qui peuvent justement et qui pourraient à terme absorber un certain volume d'hydrogène vert de ces molécules. Maintenant, Monsieur Poirot, donc il a cité plusieurs industries, secteurs industriels. Enfin, je pourrais en citer aussi l'industrie des engrais, qui est aussi consommatrice d'hydrogène vert. Donc, il y a les semi-conducteurs, mais je pense oui, ça a été cité. Maintenant, c'est l'usage à terme qui doit être mature, donc en termes de volume, en termes de compétitivité. Donc, c'est ce qu'il faudrait justement développer à travers, bien sûr, un cadre réglementaire adapté, agile, et aussi donc à travers une feuille de route sectorielle qui soit claire. D'accord. Pourriez-vous peut-être nous revenir un peu sur les deux projets dont vous me parliez, notamment le GH2P et celui Takfaya, qui peuvent peut-être être des retours d'expérience intéressants? Oui, alors déjà, juste pour expliquer un petit peu les deux projets, donc déjà chez Hydrogile, donc, qui est business d'Innovex et qui est membre du groupe OCP, donc nous développons pour le groupe OCP deux projets majeurs donc pour la production de green ammonia et green hydrogène. Le premier projet, c'est le projet GH2P, donc qui est sur la plateforme d'Oljolf, où on ambitionne de produire 100 000 tonnes d'ammonia vert, qui nécessiterait en général à peu près 20 000 tonnes d'hydrogène vert. Et l'objectif au fait de ce projet GH2P et sa particularité, c'est le de-risking. C'est le de-risking de tous les projets futurs qui vont être faits. Donc, je m'explique. Donc, là, sur ce projet-là, l'objectif est le learning et le de-risking des projets, comme je dis, et bien sûr de capitaliser sur toute l'expérience qu'il va y avoir à travers ces projets. Le plus qu'il y a, c'est que sur ce projet, on intègre des mix technologiques, notamment sur les électrolyseurs. Donc, on prévoit d'intégrer 3 types de technologies d'électrolyse, donc l'alcalin, le PEM et le solid oxide, donc qui seront là donc pour être intégrés ensemble et coproduire ensemble pour l'hydrogène. Voilà. Donc, pour le deuxième projet, donc c'est le projet Takfaya Green Ammonia, donc on appelle TGA. Et donc là, on ambitionne de produire 1 million de tonnes par an de green ammonia. La particularité de ce projet, c'est qu'on y intégrera des technologies bien sûr matures, parce que la compétitivité sur ce projet elle est clé. Et la particularité aussi, c'est
qui va être intégré directement aux renouvelables. Donc la région, maintenant, donc on a un load factor qui est très intéressant, qui est de plus de 45% sur la région. Donc ça permet justement d'avoir des molécules, enfin des électrons en tout cas, à un coût très compétitif. Et aussi, la deuxième particularité, c'est qu'on ambitionne aussi de développer la région, donc d'avoir vraiment un fort impact environnemental et social sur la région de Tal Faya. Merci. Effectivement, vous insistez beaucoup sur la capacité à capitaliser justement pour les différents autres projets. Et je donnerai, ça me donne justement une très bonne transition pour m'adresser à Sibou Chamal, justement, avec qui justement on discutait tout à l'heure de quelques projets que vous avez notamment à Oman, ici au Maroc. Et je voudrais justement vous poser la question. Aujourd'hui, le potentiel ici au Maroc est vraiment reconnu, il est démontré, on en parle, enfin, il n'est plus questionné. Quelles sont justement, selon vous, les principales opportunités business à saisir aujourd'hui pour les grands players du secteur, en prenant par exemple l'exemple des deux projets qu'on a cités tout à l'heure? Merci Zineb, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier la Fédération pour l'invitation et la féliciter pour l'excellente organisation. Donc, EDF, juste un mot sur EDF, c'est la utility française présente sur toute la chaîne de valeur, depuis la production d'électricité jusqu'à la distribution, donc, y compris les services énergétiques. Aujourd'hui, pour suivre un peu la mouvance du Green H2, EDF s'est diversifié et aujourd'hui on couvre aussi la partie molécule, donc tout ce qui est électrolyse. Et c'est dans cette optique-là qu'on s'est intéressé à l'hydrogène vert au Maroc. Donc comme vous l'avez rappelé, le potentiel est confirmé. Enfin, Sezneb aussi a commencé par citer les atouts dont dispose le Maroc, donc les ressources éoliennes et solaires, et surtout la combinaison des deux, c'est très important pour maximiser le load factor. Aussi la batterie. Nicolas a rappelé que la batterie joue un facteur très important dans l'augmentation du facteur de charge, surtout si on est off-grid. Généralement, les projets qui sont développés en hydrogène au Maroc ne sont pas connectés au réseau, d'où l'utilité du stockage. Et donc, au Maroc, on a aussi l'avantage d'avoir un cadre réglementaire assez récent qui s'est mis en place. Je pense que vous en avez entendu parler de l'offre hydrogène Maroc, qui a été particulièrement clair, résumé et qui oriente un peu les investisseurs dans ce secteur-là. Donc, que ce soit au niveau de champ d'application, au niveau de l'allocation du foncier, des infrastructures, aussi le process de sélection des investisseurs et aussi la gouvernance. C'est très important parce que bon, c'est des projets qui sont complexes avec plusieurs technologies et la gouvernance est très importante. Donc, avant de déposer notre dossier dans le cadre de l'offre de Maroc, on a eu l'opportunité de participer au deuxième round à Oman. Donc, Oman s'est structuré un peu différemment. Ils ont monté une agence qui s'appelle Hydrom, donc c'est l'agence étatique spécialisée dans l'hydrogène vert à Oman. Et Oman a décidé de suivre la voie des appels d'offres. Contrairement au Maroc où c'est un processus un peu ouvert. Donc Oman a décidé de suivre la voie des appels d'offres en structurant donc les appels d'offres sur un processus bien déterminé, en demandant des choses bien définies dans les RFP et surtout en demandant des garanties et des cautions des bidders. Donc nous, on a eu la chance de participer au premier et au deuxième round. On a été retenu dans un consortium avec Yamna, qui est appuyé derrière par la utility japonaise qui s'appelle J-Power. Comme vous le savez, l'Europe est un marché assez important pour le Maroc pour des raisons évidentes de proximité. Mais il faut rappeler que les Asiatiques, particulièrement les Japonais et les Sud-Coréens, ont déjà des plans de décarbonation de leur production thermique, notamment les centrales à charbon, avec ce qu'on appelle le co-firing, donc avec une ambition d'intégrer dans le court terme 20% de combustible d'ammoniac et le mixer avec le charbon. Donc juste pour vous donner un ordre de grandeur, 1 giga installé de charbon, pour faire du co-firing 80-20%, c'est à peu près 500 000 tonnes d'ammoniac. Donc JERA possède 9 gigawatts de charbon au Japon. J-Power possède 9 gigawatts de charbon au Japon.
Et donc ça représente un potentiel de 4,5 millions de tonnes de besoin d'ammoniac à moyen terme. Et donc c'est dans ce consortium-là qu'on a remis ensemble une offre qui s'est avérée gagnante. Et donc on a été retenu. Aujourd'hui, on a quasiment finalisé le pré-FEED et on est en train d'attaquer le FEED. Donc cette expérience nous a beaucoup servi pour notre dossier au Maroc. Parce qu'en fait, même si le Oman c'est un appel d'offres, quand vous lisez un peu les guidance de Mazen, qui est le guichet unique dans le cadre de l'offre H2, c'est très similaire. En fait, ce qu'on nous demande de remettre dans un dossier H2 au Maroc, c'est très similaire par rapport à ce qu'on a fait à Oman, notamment par rapport au contenu. Donc, il y a certains critères, j'ai envie de dire qualitatifs, qui sont adoptés par Mazen pour la sélection. Donc, à commencer par les track records, ça c'est normal, prouver un peu l'expérience du consortium dans le domaine des énergies, des grands projets de taille similaire. Il y a aussi les capacités financières. Et après, il y a toutes les, on va dire, le business plan du projet, comment on conçoit le projet, descriptif technique, quel est le sizing, etc. Et l'off-take. Bon, je pense qu'on va en parler un peu plus tard, mais l'off-take, je pense, c'est clé dans le développement de ce genre de projet. Et puis enfin, et pour des moindres, c'est les externalités positives. Donc, c'est ça que l'État aujourd'hui mobilise un terrain assez important. On parle d'une superficie d'une première phase de 300 000 hectares. Mais en retour, l'État s'attend aussi à des retombées. Donc, c'est ce qui est un peu normal. Donc, ça peut avoir, enfin, c'est des retombées principalement financières, mais pas que. Enfin, financières, ça peut être du profit sharing, des actions gratuites pour les entités publiques. Des avantages en nature aussi, ça peut être aussi de l'ammoniac qui pourrait servir à des entités publiques au Maroc, mais aussi de l'intégration industrielle, des retombées socio-économiques, etc. Donc voilà un peu comment l'offre doit être structurée dans le cadre de l'offre H2 Maroc. Et donc l'expérience d'Oman nous a permis de capitaliser, d'améliorer la qualité de notre dossier, parce qu'on a pu apprendre en fait sur l'expérience d'Oman, apprendre un peu plus sur les acteurs du secteur, parce que c'est quand même... Enfin, l'électrolyse, je pense, c'est une technologie assez vieille qui date de plus d'un siècle. Mais je pense la particularité des projets d'hydrogène vert, c'est l'intégration de toutes les briques, donc du renouvelable jusqu'à la production d'ammoniac en l'occurrence. Et je pense que la taille aussi d'électrolyseurs est importante, parce qu'aujourd'hui on parle de gigawatts d'électrolyse, et surtout aussi le comportement de l'électrolyseur face à une énergie intermittente. Bon, le renouvelable, je pense que vous connaissez, a cette particularité de fluctuer dans le temps, en fonction des ressources. Quand il n'y a pas de soleil, bah, c'est des chutes de puissance. Et donc, c'est le comportement de l'électrolyseur vis-à-vis de cette fluctuation aussi ce qui est en jeu. Tout le dérisquage dont parlait notre collègue Salima. Donc voilà, je pense que je vais m'en arrêter là. En tout cas, je vous remercie. Et finalement, si je comprends bien ou si j'essaye de résumer un peu vos propos, différentes dimensions, l'off-take, on va en parler tout à l'heure, l'apprentissage ou la maturité technologique, le dérisquage des projets, on va reparler encore une fois tout à l'heure, et enfin peut-être la capacité à penser de façon écosystémique, et notamment à intégrer toute la chaîne de valeur industrielle notamment. Alors justement, je prends le troisième point qui était l'aspect ou l'apprentissage ou la maturité technologique, et je m'adresse peut-être à Monsieur Ramous, à qui je demanderai peut-être de nous parler justement de ces défis technologiques et comment justement la R&D, l'innovation peut contribuer à justement dépasser ces différents défis-là. Très bien, merci. Je vous remercie pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là pour parler d'hydrogène. Et mon collègue d'à côté donc, me fait la transition parfaite parce qu'il a parlé d'électrolyse en étant une technologie très ancienne, donc très mature, et qui répond à un besoin d'aujourd'hui, mais elle rencontre aussi il y a des défis aussi parce qu'il faut réduire le coût. Il faut augmenter la durabilité, donc il faut encore innover. C'est le cas aussi pour la batterie lithium-ion. Donc ce matin, on a parlé de la batterie lithium-ion. Lithium-ion, c'est très mature, ça date des années 80, 90, et pourtant, il y a encore un besoin en R&D et une innovation. Si les a présenté ce matin les problèmes liés à la safety, donc c'est encore d'actualité. Et c'est pareil aussi pour les électrolyseurs. Donc si je prends, par exemple, l'électrolyse alcaline,
qui est une technologie très mature, qui a plus de 100 ans, et qui est commercialisée à assez large échelle aujourd'hui. En termes de rendement et en termes de coût d'hydrogène aujourd'hui, ça reste quand même assez cher. Donc, et pour atteindre les objectifs de réduire le coût d'hydrogène vers en dessous des 3 $ le kilo, il va falloir réduire le coût de la matière première qu'on utilise pour développer ce qu'on appelle ces catalyseurs, donc qu'on met sur les électrodes pour réduire le coût énergétique de la production d'hydrogène. Passer peut-être à une nouvelle génération d'électrolyseurs alcalins, celles utilisant des membranes, ça ressemble un peu au PEM. Donc c'est des systèmes alcalins, mais qui sont encore plus efficaces, plus performants que ceux qui existent aujourd'hui. Ce n'est pas du tout mature, il faut encore de la R&D pour développer les membranes qu'on va mettre intégrer dans ces systèmes et réduire en fait la distance entre les électrodes de l'électrolyseur, réduire ce gap, et réduire ce gap revient en fait à réduire le coût énergétique de la production de l'hydrogène. Donc ça, c'est des innovations et des défis technologiques à adresser par les chercheurs aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a tellement de choses encore à faire et à réaliser où il y a de la place pour l'innovation. Il y a aussi la formation. Donc on a parlé tout à l'heure de la nécessité de créer des écosystèmes où vous avez la formation des compétences, la formation des cadres, des techniciens et ainsi de suite, mais aussi la production de la connaissance et aussi l'innovation. Donc, alors, on parle souvent d'hydrogène vert, étant l'hydrogène produit à partir d'une électricité renouvelable et par électrolyse, mais il y a d'autres façons aussi de faire de l'hydrogène bas carbone. Donc, ce n'est pas vert, mais donc le coût en carbone est assez réduit. C'est assez intéressant aussi à regarder. Et dans ces nouveaux domaines de production d'hydrogène, donc là, il y a matière à innover et matière pour nos chercheurs, différentes universités, pas que l'UM6P, mais aussi ailleurs, donc à travailler et à trouver des solutions et des nouvelles idées. Voilà. Et effectivement, et peut-être pour revenir à ce que disait Madame tout à l'heure lors du premier panel, c'est finalement le lien que vous faites et que l'écosystème fait entre les industriels, le tissu industriel et le monde académique, peut-être à travers cela. Ouais, je peux ajouter, oui, parce que le commentaire de tout à l'heure est très intéressant. Donc l'UM6P a une particularité. Donc nous, on est OCP aussi. Donc, et en tant que groupe ou filiale d'OCP, donc on doit répondre à leurs besoins. Donc on a cet échange avec nos collègues d'OCP assez fréquemment, assez régulièrement. On a même organisé les axes thématiques et les axes de recherche de l'université en axes thématiques, c'est-à-dire on a un axe hydrogène, axe batterie, voilà. Et pour que nos collègues d'OCP, quand ils ont un besoin en R&D sur un axe, ils savent à qui s'adresser et ils connaissent très bien les moyens de l'université parce qu'on a fait aussi un map au niveau des compétences et des moyens dont on dispose sur les batteries, sur l'hydrogène et l'ammoniac, sur la métallurgie et ainsi de suite. Donc, mais ça, c'est une particularité de l'UM6P puisque voilà le contexte. Et un très bon exemple, peut-être, ce serait le Technology Development Center que vous avez développé, Madame Bendoumali, au niveau de Hydrogil, qui est notamment en collaboration avec l'UM6P, vous me disiez tout à l'heure. Oui, complètement. Donc, il y a la Technology Development Center, donc c'est à la TDC, donc c'est une plateforme qui est prévue au niveau de George Oxford, donc proche justement du GHOP. Donc là, on ambitionne plutôt d'avoir des capacités de bancs de test. Totalité, c'est à peu près 60 MW. Donc ça va de 1 à 10 MW par test bench ou par banc de test. Et donc là, ça nous permettra justement de préparer des nouvelles technologies à être pré-commercialisées, donc à faire de la maturité technologique. Et donc voilà, donc ça, c'est des plateformes qui sont prêtes, c'est des infrastructures qui seront prêtes très bientôt donc, pour cet effet. Voilà. Merci. Et l'enjeu, si je comprends bien, c'est vraiment d'aller vers, finalement, de trouver les solutions et les mécanismes qui vont permettre de produire la molécule hydrogène la plus compétitive. Et peut-être je m'adresserai à Monsieur Poirot pour vous demander justement comment se positionne aujourd'hui le Maroc dans cet écosystème mondial pour, justement, en termes de compétitivité.
Avec plaisir à nouveau. On mentionnait Oman et Duqoum. La COP28 qui a eu lieu à Dubaï a accueilli le Conseil hydrogène. Et on a vu beaucoup de ministres de l'énergie de beaucoup de pays qui ont du soleil et du vent. Mauritanie, Namibie, etc. Beaucoup de ces pays n'ont pas un des arguments que le Maroc a, qui est qu'ils veulent faire des projets hydrogène parce qu'ils ont du renouvelable, mais ils n'ont pas de base industrielle sur place. Moi, je ne crois pas qu'un modèle purement export fonctionne aujourd'hui, surtout dans un monde où l'Amérique est en train d'exporter du bleu vers l'Asie. Donc le Texas est en train, comme vous le disiez, de décarboner autant qu'ils le peuvent leur hydrogène. Il n'est pas vert, il est plutôt bleu, mais ça leur permet quand même de signer des contrats d'énergie exportation vers la Corée et le Japon. Donc pour le reste de l'Afrique, elle est directement ouverte. Si vous n'avez pas un business case domestique, c'est très compliqué pour ces pays-là. Au Maroc, on a l'exemple ici aujourd'hui, toute cette chaîne remarquable depuis OCP, Innovix, Hydrogil qu'on voit là, je ne le vois pas dans la plupart des pays où je vais, entre nous. Et si je peux rajouter quelque chose, qu'on est dans un forum chimie, je ne sais pas s'il y a des pétroliers dans la salle, les pays qui dépendent fortement d'un grand pétrolier, donc moi je suis basé à Dubaï, les Émirats, l'Arabie Saoudite, on parlait d'Oman, la chance qu'ils ont d'avoir ces pétroliers-là parfois est une faiblesse parce que finalement ils regardent la chaîne aval, qui est parfois la chimie. Donc certains d'entre eux ont des chimistes en aval, comme Sabi, comme maintenant Covestro chez ADNOC. Mais les pétroliers, pour moi, sont dans un monde qui est différent de la chimie. C'est pas le même monde, c'est pas la même façon d'investir, c'est pas la même façon d'aller regarder le détail de la valeur que nous, chimistes, on a appris à faire. On essaie de valoriser toutes les molécules, que ce soit en les embriquant ou en allant beaucoup plus loin. Et finalement, au Maroc, il y a quelques années, je pense que c'était un des grands sujets du Maroc, raffinage, qu'on voit dans beaucoup de pays du Moyen-Orient. Mais finalement, le fait que vous soyez parti du phosphate, d'OCP et de la chimie, je crois, a créé au Maroc ce qu'on voit aujourd'hui ici, une chaîne beaucoup plus créatrice, ambitieuse, innovante, pragmatique, on en parlait tout à l'heure. Je crois qu'il y a un pragmatique dans la chimie qu'on ne retrouve pas toujours dans le pétrole en amont, parce qu'on ne parle pas de la même ressource. On doit importer. Si vous importez aujourd'hui de l'ammonia et que vous avez un business model actuel avec Hydrogil, d'aller fabriquer localement de façon verte de l'azote, de l'hydrogène pour refaire l'ammonia, c'est un business case qui est fondamental pour le Maroc. Et moi, j'y crois beaucoup plus que simplement vouloir exporter de l'énergie dans un monde où les exportateurs d'énergie sont dans une compétition très féroce. Donc ce cas ici au Maroc, en plus des atouts dont on a parlé tout à l'heure, la stabilité, les infrastructures, l'éducation et le niveau qu'on ne voit pas dans tous les pays, pas seulement des ingénieurs, des techniciens, on en a parlé tout à l'heure parce que c'est jamais gagné d'aller recruter des jeunes techniciens ou des moins jeunes, mais il y a encore cette culture du faire ici, que l'Asie avait et que l'Asie commence à perdre un peu parce que beaucoup de jeunes en Inde ou ailleurs, j'étais en Inde la semaine dernière, vont travailler dans le software, vont travailler dans les AI, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de Marocains qui veulent travailler dans les AI, mais tant qu'on gardera une culture d'ingénieurs, chimistes qui permettent d'aller trouver des solutions pour baisser le prix, pour trouver des technologies, c'était remarquable la discussion sur les batteries ce matin, l'innovation dans ces domaines-là fait que je crois qu'au Maroc, on aura ce bon mélange. Vous avez l'université Mohamed VI qui est dans l'écosystème. Donc tout cet écosystème d'État, d'infrastructures, d'universités, d'incubation et de grandes entreprises, parce que s'il n'y avait pas OCP derrière, ça ne marcherait pas de la même façon, je crois que ça donne énormément d'arguments pour beaucoup d'entre nous, globalement, pour croire qu'au Maroc, ces projets-là vont avancer sur l'hydrogène vert, là où d'autres pays voient des obstacles entre les annonces, il y a beaucoup d'annonces dans beaucoup de pays, et la mise en place de projets réels. Je crois qu'ici, vous avez déjà démontré que vous voulez passer par une première étape, c'est ce que vous décriviez tout à l'heure, madame, avant de passer dans une étape majeure, et je crois que c'est la bonne façon de faire. Le mix de technologies, je crois aussi que c'est la bonne façon de faire. Je ne pense pas qu'il faille avoir des dogmes entre le PEM, l'alcalin ou l'autre. Je pense qu'il faut essayer, il faut apprendre, et moi, ça me donne beaucoup de confiance sur ce qui est fait ici. Merci. Effectivement, ce sur quoi vous insistez, c'est que finalement, c'est notre capacité à penser écosystème industriel qui fait notre différence, qui va faire du Maroc un vrai challenger sur la place mondiale. Maintenant, l'enjeu pour nous, c'est au-delà de ces atouts-là qui, a priori, sont là, c'est comment les réaliser, les faire rendre effectives. Et peut-être je m'adresserai à M. Zneberg, à qui je poserai justement la question, comment aujourd'hui
faire en sorte que l'intégration industrielle puisse réellement prendre, ou comment faire en sorte que l'industrie chimie, parachimie, on est sur le forum chimie et parachimie, puisse capturer la valeur ajoutée ou toute la valeur possible de cet écosystème hydrogène. Alors, je commencerai d'abord par bien décrire ce qui a été construit au Maroc. Les énergies renouvelables sont importantes, on l'a bien vu, pour l'hydrogène, de l'électricité à bas coût est absolument nécessaire. Le Maroc a développé cette politique de production d'énergie renouvelable il y a plus de 15 ans. La politique a été menée depuis 2009. C'est quand Sa Majesté a lancé le plan solaire en novembre 2009. À partir de là, le Maroc a développé toute cette politique d'énergie renouvelable, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir du recul, de l'expérience et faire de nouveaux projets de manière un peu plus expérimentée. Ensuite, depuis longtemps, le Maroc a eu une politique portuaire importante. Cette politique portuaire fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on aura besoin de points d'évacuation de l'hydrogène ou de ses dérivés, nous aurons des ports. Vous avez le port de Dakhla qui est en construction, vous avez celui de Nador West Med qui est quasiment prêt, vous avez Tanger Med, et puis il y en a d'autres qui vont venir. Donc on a réellement quelque chose qui a été construit. Et troisième chose, la politique de l'eau. La politique de l'eau, on a été un peu poussé par les problèmes hydriques de ces dernières années, mais le Maroc a toujours une politique de l'eau très importante, qui fait qu'aujourd'hui, l'eau va jouer un rôle important dans l'hydrogène vert, notamment par le dessalement. Bon, bien que l'impact du coût de l'eau dans le prix de l'hydrogène soit très bas, mais en tout cas, c'est une ressource qui est nécessaire. Donc tout ça fait que lorsqu'on crée des infrastructures de cette nature, on crée fatalement autour des industries et des gens qui connaissent bien le métier. Et aujourd'hui, cette présence industrielle dont ont parlé les différents partenaires ici, fait que le Maroc est prêt à capter ce genre de nouvelle économie. Et je pense que pour la chimie, c'est encore un enjeu beaucoup plus important que l'hydrogène, parce qu'il ne suffit pas de produire de l'hydrogène et de dire je vais exporter de l'hydrogène. De mon point de vue, ça ne sert à rien. Par contre, les dérivés de l'hydrogène sont importants. Il y a le cas de l'ammoniac, évidemment, pour les fertilisants, mais il y a toute la chaîne de valeur chimique qui vient après une des molécules les plus importantes dans la chimie, qui est précurseur de tous les autres produits, c'est le méthanol. À partir du méthanol, on fabrique un tas de produits. Formaldéhyde, formol, acide formique, tout ce qui va aller dans les polymères, qui va aller dans les produits chimiques différents. Et ça, c'est pour l'industrie chimique, c'est un boulevard. Alors maintenant, il y a des problèmes de coûts. Il y a des problèmes de coûts. Et là, je vais peut-être aborder d'autres questions que vous vouliez poser, mais je vais quand même en parler. Ces problèmes de coûts ne peuvent être résolus que par, d'abord, par des développement en grande dimension des énergies renouvelables. Si on ne met pas des projets d'énergie, de production éolienne ou de photovoltaïque électrique, photovoltaïque ou autre d'ailleurs, à très grande échelle, on n'obtiendra jamais des prix bas d'électricité. Donc, la première des choses, c'est d'avoir des installations d'énergie renouvelable énormes. Donc c'est une question d'économie d'échelle. Ensuite, là encore, l'industrie locale va jouer, le développement de la chaîne de valeur industrielle au Maroc localement va jouer un rôle important, parce qu'il va falloir réduire les coûts de tous les composants de la chaîne de valeur industriellement.
quand on parle d'électrolyseur, aujourd'hui l'électrolyseur, Monsieur Hermous en a parlé tout à l'heure, c'est une vieille technologie, en tout cas pour l'alcalin, mais dont le rendement est bas. Et donc fatalement, on a un hydrogène qui est cher. Donc il faut arriver à ce que, on développe nous-mêmes par de la R&D de nouvelles technologies autour des électrolyseurs, et 2, savoir fabriquer les composantes de ces équipements. Et le chiffre qui a probablement évolué depuis, c'est qu'on parle dans le monde qu'on aura un besoin d'investissement de près de 300 milliards de dollars annuellement, juste pour les composantes qui vont rentrer dans les différents équipements. Et je suis certain qu'avec les projets qui se développent, ça va aller encore plus loin. Et donc, si on fabrique des choses au Maroc, on les fera fatalement moins cher qu'ailleurs. On en a la certitude, et on l'a démontré avec l'automobile, on l'a démontré avec l'aéronautique. Donc tout ça fait qu'on a une structure industrielle qui est prête aujourd'hui à fournir des choses à des niveaux relativement bas en termes de coûts. On a un certain nombre de centres de recherche qui vont pouvoir accompagner ce développement par de l'innovation, par des modifications technologiques, et créer aussi de la flexibilité et de la souplesse, parce que les marchés évoluent. Il faut qu'on puisse, à certains moments, être capable d'être flexible et d'être capable d'être souple pour changer et s'adapter aux différentes technologies et aller vers le marché en proposant des choses aussi. Hein. Donc, et puis, il y a la formation. Bon, on en a parlé tout à l'heure dans le panel précédent. Elle est importante. Si on n'a pas les ingénieurs et les techniciens qu'il faut, on ne pourra rien faire. Donc, globalement, je pense qu'on a tout pour que, notamment, le secteur de la chimie, parachimie, puisse capter toute la valeur ajoutée qui est possible. On a tout pour le faire. Et je dis, aujourd'hui, l'industrie chimique au Maroc a une chance extraordinaire, puisque tous les produits avec lesquels on faisait des e-fuels, les DME, les diméthyléthers, les formaldéhydes, les phénols, et tout ça, c'était fait à partir de pétrole. Et nous, on n'avait pas accès à cette chimie. Aujourd'hui, on a accès à cette chimie. Donc, on est capable d'aller vers cette chimie. C'est créateur de valeur ajoutée, c'est créateur de richesse, c'est créateur d'emplois. Donc, encore une fois, la Fédération de chimie, là, elle va avoir du boulot pour toute la vie. En tout cas, je vous remercie, comme pour le panel premier, de votre optimisme par rapport à ces ambitions. Et vous avez parlé d'agilité et de flexibilité, notamment pour l'industrie. Et tout à l'heure, effectivement, on parlait de cette agilité au niveau des process industriels avec Madame Bendoumali, avec qui on discutait justement de quels seraient les leviers pour accélérer cette intégration industrielle dont nous évoquions justement à l'instant avec Monsieur Zneb. Merci, Zineb. Donc justement, c'est juste pour compléter un peu ce qui a été dit. Oui, en effet, donc tout est là. Encore faut-il qu'il y ait de la visibilité et de la prévisibilité. C'est-à-dire qu'on devrait donner en amont les besoins et les évolutions stratégiques des projets en termes de capacité, en termes de phasing des projets, donc pour structurer justement cette croissance progressive de l'écosystème industriel. Donc, et ça ne peut être fait qu'avec de l'agilité, donc sur la partie institutionnelle, donc justement en adaptant les cadres réglementaires et voilà. D'accord. Et vous me parliez effectivement aussi d'une gouvernance ou plutôt de développement, l'opportunité de développer des réseaux avec les différents players, les différents acteurs, exactement, les réseaux de partenaires. Exactement. Donc là, le deuxième levier, c'est aussi donc le développement de partenaires clés, donc le partenariat local et international. Donc ça va permettre effectivement d'accélérer l'apprentissage, le transfert de connaissances, et c'est comme ça comment on peut gagner une souveraineté technologique et une pérennité des projets futurs.
Merci. Merci. Et justement, ce sujet de réseau de partenaires, on en parlait également avec vous, Monsieur Poirot, tout à l'heure, où quand on parlait justement de l'enjeu ou du sujet de l'off-take, des contrats d'achat long terme qui sont l'un des mécanismes ou l'un des enjeux clés pour dérisquer ce genre de projet. Merci. Alors, je vous rejoins complètement sur les partenariats. Un exemple un peu tabou pour nous, on est au Maroc, donc on peut parler librement de l'Europe, la porte est fermée. On a très peu de champions européens en fait en Europe, et souvent les Chinois, les Américains, soit nous le reprochent, soit en profitent, pour être honnête. Moi, je suis depuis 30 ans chez Air Liquide. C'est la première fois qu'on fait un vrai partenariat franco-allemand. C'est-à-dire qu'Air Liquide et Siemens Energy se sont alliés sur les électrolyseurs. Et c'est pas rien en fait. Hein. Et mis à part cela, le patron de Siemens Energy, c'est un ancien d'une société concurrente de la nôtre. Donc ça vous démontre que dans ce monde-là, je crois qu'on est tous obligés de dépasser nos réflexes habituels, que ce soit entre pays, entre technologies. Je suis persuadé qu'on ne va pas y arriver tout seul, ni l'un ni l'autre, ni les énergéticiens, ni les gaziers, ni les chimistes. Donc il faut réussir à faire ces partenariats, ce qui n'est pas facile. L'off-tech, il doit être long terme. Et ce qui a été démontré de nombreuses fois, c'est un peu ce qui s'est passé au Qatar il y a des années. Quand le Qatar a voulu investir pour développer son LNG, qui est un succès mondial aujourd'hui, il a fallu un moment que ça débloque. C'est le fameux chicken and egg, et c'est le Japon qui a débloqué. Donc le pays Japon s'est engagé sur une très longue durée à prendre du LNG au Qatar. Ça a permis au Qatar d'investir. Le projet NEOM, que vous connaissez en Arabie Saoudite, cherche encore un certain nombre d'off-takers. Si les off-takers sont des gens comme nous, on est des intermédiaires. Moi, je ne suis pas un pur off-taker. Les off-takers sont dans la salle. Ce sont les gens qui transforment l'hydrogène en matériaux, en chimie ou autre. Donc, en fait, on a tous une carte à jouer. Moi, une de mes expériences sur les années d'hydrogène, parce qu'on opère des 5 MW, des 20 MW, maintenant des 200, c'est qu'on doit tous connaître notre place aussi. Il y a besoin un peu d'humilité. Donc, nous, par exemple, Air Liquide, on est dans la chaîne hydrogène, mais on n'est pas un énergéticien. Donc on n'est pas EDF, on n'est pas non plus Engie ou Shell. On doit connaître notre place et notre valeur. Et chacun le fait très bien, je crois, ici. C'est ce que vous faites au Maroc, en développant aussi des sociétés dans l'écosystème qui, chacune, a une mission qui me paraît claire. On l'a vu aujourd'hui, entre les batteries, entre ceux qui vont faire des engrais. Et si on se comprend très bien, qu'on ne se fait pas concurrence les uns les autres, on doit être capable de développer un partenariat. Mais on a besoin d'être très clair dès le début, parce qu'après, ce sont des contrats de long terme. Donc on doit prendre des risques ensemble. Et ça fait partie du jeu de confiance habituel de tout business, mais ça, c'est pas uniquement dans l'hydrogène, je ne crois pas. Exactement. Et je vous remercie effectivement pour ce rebouclage avec le sujet visibilité et réfléchir finalement en écosystème ou travailler en écosystème et de façon systémique, ça sera finalement la clé. Peut-être l'une des dernières questions que j'adresserai à vous, Monsieur Bouchama, justement sur votre retour d'expérience sur ces deux projets dont vous avez cité tout à l'heure, que vous avez évoqué tout à l'heure. On parlait à l'instant de dérisquage de ces projets, notamment à travers les contrats d'achat long terme, maintenant aussi à travers le financement aussi de ces projets-là. Quels sont les enjeux à adresser, à anticiper sur le financement de ces projets qui sont complexes, disons-le? Oui, je pense que tu as pointé du doigt un des sujets les plus épineux quand on parle de financer des projets d'hydrogène vert. Je voudrais juste confirmer ce que disait mon collègue Nicolas, c'est qu'il faudrait qu'on trouve la solution ensemble. Je pense qu'on est chacun expert dans son métier. EDF maîtrise à peu près l'électron. On a choisi de se diversifier dans l'électrolyse. Il y a encore le mot élec. Mais je pense que l'ammoniac n'est pas notre cœur de métier et pour ça, il faut s'associer à des industriels qui maîtrisent le procédé et aussi qui maîtrisent les débouchés. Je pense que Air Liquide, par exemple, est un intermédiaire, mais je pense qu'ils ont un réseau assez important de clients finaux. Et ensemble, on doit travailler à convaincre les off-takers de prendre un peu de risque, mais pas tout le risque. Si je fais le parallèle avec le secteur du renouvelable, qui était émergent il y a quelques années. Je pense que pour un moteur, le couple le plus important, c'est le couple du démarrage. Et il y a des pays, notamment en Europe, qui ont choisi
entre guillemets, subventionner ou mettre en place ce qu'on appelle des feed-in tarifs pour aider les secteurs à émerger et pour développer des écosystèmes. Je pense que l'Égypte a aussi fait ce choix vers les années 2017, si je me rappelle bien, en mettant des feed-in tarifs de $80 le mégawattheure pour développer 2 gigawatts de solaire. Le projet d'après, il aura coûté $40 le mégawattheure. Donc on voit tout de suite l'effet d'investir dans de tels schémas pour faire émerger l'écosystème. Je pense que la banque en mode financement de projet, parce que les financements corporate, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et encore, il faut avoir les bilans en face pour garantir les financements. Mais en mode financement de projet, il y a un risque marché que la banque n'est pas prête, en tout cas, à le prendre dans sa totalité. Donc, effectivement, on a quelques mécanismes pour mettre un prix palier sur lequel on peut sizer la dette. Ça permet de baisser le prix final de l'hydrogène, mais ce n'est pas assez. Il y a aussi la variable d'ajustement qui est la taxe carbone. Quand on parle de l'Europe, je pense que ça peut aussi faire la différence entre un hydrogène gris et un hydrogène vert. Et aujourd'hui, elle n'est pas encore connue, cette variable, mais je pense que dans les CBAM, l'hydrogène est concerné en 2026. Et c'est une variable d'ajustement assez importante, justement, pour pousser les clients à s'engager à off-taker un produit d'hydrogène en prenant un peu de risque. Voilà, je pense que c'est un peu Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle. Il y a un risque marché à prendre. Et je pense, à mon avis, la solution, c'est de le partager entre les différentes parties prenantes. Que le client en prenne un peu, que la banque en prenne un peu, et que l'investisseur en prenne aussi. Ça va être un risque de plus, parce que c'est, je pense, la partie prenante qui prend le plus de risques. Mais je pense qu'elle peut aussi prétendre à une rémunération en conséquence. Mais effectivement, vous aviez raison, un partage de risques. Alors c'est dommage que les financiers étaient là parmi nous plutôt ce matin, et pas forcément moins cet après-midi. Peut-être la dernière question que je vais plutôt adresser en mode call to action. Si vous deviez justement faire ou formuler un call to action à partir de cette discussion-là, ou avoir les key takeaways de ce débat-là, quels seraient? Alors, en l'occurrence, je m'adresse à vous tous de façon collective, qui voudrait peut-être prendre la parole sur ce point-là. Je peux le faire. Hein. Peut-être le plus courageux. Oui, alors, ce qu'on comprend, en fait, ces partenariats est très important. Partenariat privé-public, privé-privé, c'est évident. Mais aussi de la recherche aussi, et du développement au service des problématiques de l'industriel pour réduire, justement, en parlant d'hydrogène, pour réduire le coût de l'hydrogène. Tout à l'heure, on parlait de la batterie. Et il faut savoir aussi que le coût de la batterie impacte le coût de l'hydrogène vert, parce que, étant produit par des sources intermittentes, il faut de la batterie pour stocker, pour réguler en fait la puissance fournie à l'électrolyseur. Donc finalement, le coût de la batterie impacte aussi le coût de l'hydrogène. Donc il faut une R&D transversale, il faut du partenariat public-privé, il faut de la formation et il faut aussi avoir une vision plus large, regarder au-delà de l'hydrogène vert par l'électrolyse, regarder les autres technologies émergentes. Voilà. Donc tout ça à regarder de très très près. Voilà. Non, je voulais juste peut-être partager une réflexion en lisant récemment un rapport de la Banque africaine de développement, la BAD. Il y a une notion qui m'a un peu frappé, je pense que certains d'entre vous la connaissent déjà, c'est la dette carbone. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des pays, notamment les pays développés, qui ont pollué depuis la période pré-industrielle pour se développer et arriver à ce qu'ils sont arrivés aujourd'hui. Et qu'il y a d'autres pays qui sont moins développés et donc qui ont moins émis de CO2 et qui méritent, je pense, d'être compensés par la pollution déjà faite par les pays développés. Et c'est ça la notion de la dette carbone. Et je pense que aujourd'hui, ça a été valorisé, je crois, à $70 la tonne. Et je pense qu'on peut utiliser ça pour pousser les pays développés, entre guillemets, à subventionner d'une façon raisonnable le secteur de l'hydrogène vert, pour lui permettre d'émerger. Et je pense qu'il faut pousser dans ce sens-là pour faire émerger le secteur. Encore une fois, le plus dur, c'est le démarrage. Je suis sûr qu'à
avec tout ce qui est entrepris en ce moment, que ce soit dans les technologies, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans les opérations innovantes de financement. Je pense qu'on va pouvoir y arriver. Moi, je pense que c'est multidimensionnel. Il y a le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est d'abord mettre toute la partie réglementaire et tout ce qui est juridique qui vont entourer et encadrer l'industrie de l'hydrogène. C'est aussi soutenir la recherche et développement et l'innovation. Et ça, on ne peut pas passer à côté. Il faut que l'État subventionne la R&D, et sans les subventions de la R&D ne peut pas exister, sauf dans le cas où vous avez, comme l'OCP, les moyens de la financer. Mais sinon, la multiplication de centres de R&D est essentielle, hein, parce qu'elle crée de l'émulation, elle crée de la concurrence, elle crée beaucoup de choses. Ensuite, le privé, les infrastructures, on en a parlé tout à l'heure, l'État doit jouer son rôle d'aménageur et pas nécessairement en direct, elle peut faire en PPP avec le privé, etc. Mais en tout cas, elle doit susciter la mise en place d'infrastructures. Le privé, quant à lui, il a le devoir d'investir. C'est son rôle. Si l'État lui aménage tout l'environnement nécessaire pour le secteur, il faut que le privé investisse. Vous me direz, il faut qu'on lui donne aussi les moyens d'investir, mais ça, c'est un sujet qui est vaste. Il faut que le privé puisse aussi rentrer dans cette notion d'innovation et de recherche. C'est essentiel. Il ne suffit pas de produire, il faut aussi savoir changer ses produits, les faire évoluer et chercher la compétitivité. Donc tout ça, je dirais, il y a beaucoup de choses à dire, hein. C'est multidimensionnel. Il y a, à mon avis, on a tout pour faire. Je le disais tout à l'heure, on a tout pour faire. Il faut juste le décider, il faut juste le vouloir, hein. Et je pense que le Maroc a tout. Le partenariat, il est essentiel dans tout cela. Et le partenariat international, notamment, Madame disait que ça permettait aussi d'apprendre, et c'est essentiel, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne possédons pas et qu'il faut capter de chez les autres et vice-versa. Et donc, ce partenariat, il faut, pour l'avoir, créer de la confiance. Il faut être un pays en qui on peut avoir confiance. Un pays fiable, je l'ai dit tout à l'heure, et qui soit crédible. C'est le cas du Maroc. Et donc, on a tout, encore une fois, pour faire. Je vous soutiendrai sur ce point-là. Je rajouterais, dans le monde actuel, de faire attention aux effets de mode. Soyons clairs, l'hydrogène vert, à un moment, est parti dans des sphères médiatiques ou politiques qui dépassaient la compréhension du sujet. Donc on est tous là pour faire de la pédagogie, les associations servent à ça, les universitaires, les journalistes, nos ministres ont besoin de comprendre les enjeux, les challenges. Il y a des années, tout le monde voulait être sur stage pour parler d'hydrogène vert, il y a eu quelques années, les gens ne voulaient plus y être, parce que l'enflammation a fait que certains n'y ont plus cru du tout. Je crois qu'on est là, on est beaucoup d'ingénieurs dans la salle, à se dire il faut être pragmatique, quand on y croit, il faut faire des choses qu'on puisse tester, démontrer, être courageux et prendre des risques, mais des risques mesurés. Et je crois que c'est ça qu'on sait faire dans l'industrie. Et c'est bien parce que ça montre qu'on a une place, je crois, dans la société. Si on veut agir sur l'environnement et la planète, il faut aussi le faire avec des choses qui fonctionnent et qui marchent, et c'est la valeur de l'industrie pour moi. Merci. Alors, peut-être pour conclure, j'ai toujours aimé l'image des abeilles, j'ai toujours cru au pouvoir des abeilles. Faisons les abeilles tous ensemble, écosystème, industriels, énergéticiens, producteurs, tous ensemble, académiciens et finalement tous ensemble pour que ça puisse effectivement ressembler à un vrai réseau de partenaires. Merci à tous.